Il y a une autre grande inquiétude des Français, c'est ce qui se passe en Ukraine, et on le voit en permanence. Après le bombardement, vous le savez, d'un centre commercial dans le centre du pays, l'horreur est à son comble. Les dirigeants de l'OTAN étaient réunis aujourd'hui à Madrid. Ils dénoncent la cruauté épouvantable de la Russie en Ukraine. On va faire un point sur ce qui s'est passé dans ce centre commercial avec Quentin Grébel. Il est presque 16h lundi, quand un missile frappe un centre commercial dans la ville de Kremenchuk, au centre de l'Ukraine, comme le raconte cette résidente. J'ai entendu un grondement, tous les verres se sont envolés dans la cuisine. Je ne sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai couvert mon visage avec ma main, j'ai des coupures. Ensuite, j'ai vu que le centre commercial était en feu. J'étais hystérique. Mon frère est vite arrivé, nous avons pris nos affaires, nos papiers et nous sommes partis. J'ai tout laissé. C'est grâce à une vidéo de caméra surveillance que l'on peut constater l'onde de choc provoquée par le missile. La puissance est telle qu'un parc à 500 mètres du centre commercial a également été touché. Les dégâts y sont nombreux. Un promeneur se jette même à l'eau pour se protéger quand sa partenaire fuit en courant. D'autres trouvent refuge derrière un arbre. Pour Volodymyr Zelensky, il n'y a aucun doute. Le missile visait délibérément le centre commercial. Il est clair que c'était l'ordre donné. Les Russes veulent tuer le plus de monde possible, même dans des villes calmes, en visant des centres commerciaux ordinaires. D'après le président ukrainien, aucune cible militaire ne se trouve aux alentours du centre commercial. Les Russes, eux, se défendent, expliquant avoir ciblé un dépôt d'armes. Julien Drey, le message envoyé par Vladimir Poutine est très clair aux dirigeants de l'OTAN qui sont réunis en ce moment même à Madrid. Il ne s'arrêtera pas. Mais rien ne l'arrêtera. Je pense que c'était ceux qui ont pensé à un moment donné qu'il allait reculer, revenir en arrière, ou qu'ils allaient mettre Vladimir Poutine KO, se trompent. Il va aller jusqu'au bout, dans une stratégie qui est la stratégie classique, héritée d'ailleurs de Joseph Staline. Ils le rasent, ils font peur. Là, c'est très simple ce qu'ils sont en train de faire. Ils font peur à la population parce qu'ils n'ont qu'une idée en tête, c'est que la population quitte la ville. Donc on cible, on fait des morts, la peur prend, à juste titre, la population, elle s'en va, et à partir de là, ils peuvent avancer. Le problème de l'OTAN, c'est que elle fait des grandes déclarations, mais pour l'instant, c'est ça qui me gêne, y compris du point de vue de l'Europe, c'est que si on ne trouve pas le chemin pour une solution politique qui sera nécessaire, y compris dans une discussion sérieuse avec les Ukrainiens, c'est-à-dire qu'on peut accélérer les rythmes de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, etc. Mais il faut trouver un chemin, parce que là, on est dans une situation d'impasse. Alors moi, je veux bien, j'entends un certain nombre de responsables me dire, oui, mais attendez, vous allez voir, les armes vont arriver, et les armées ukrainiennes vont reprendre l'offensive et vont repousser les armées russes. Moi, je ne sais pas à qui on raconte cette petite histoire. Hein. Joseph Massescaron, sur ces événements d'Ukraine et de la Russie. C'est la preuve que, en effet, comme certains l'ont dit, notamment Vincent Hervouet très souvent ici, on est pour une très 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 longue période de conflit. Et qui dit très longue période de conflit va forcément vers une escalade vers l'horreur. Et ça, c'est la preuve. Donc, les gesticulations, les mises en scène, comme il peut y avoir l'OTAN avec ce vote, ça me semble, moi, assez surréaliste, parce que ça me semble être vraiment à côté. Donc, en effet, il y a deux nations qui, aujourd'hui, s'estiment sous l'ombrelle de l'OTAN et donc protégés. Mais en fait, les Ukrainiens, les véritables armes des Ukrainiens, c'est les Ukrainiens eux-mêmes. C'est le peuple ukrainien lui-même. Et ce qui est d'ailleurs frappant, parce que pour le coup, cette stratégie russe qui consiste à vouloir en effet faire partir les populations, dans d'autres endroits, cela a fonctionné, et là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ils souhaiteraient le faire. Parce que les gens... lentement. Parce que, oui, mais quand même... on assiste même quand même parfois à des gens qui reviennent sur place. Oui, mais regardez bien, on regarde la carte. C'est ce que montrent les reporters. D'accord, mais moi aussi, j'ai discuté. Regardez la carte. Sur le fond, ils mettent du temps, plus que prévu, mais ville après ville, ils avancent. Oui. Notamment dans le Donbass. Alexandre Devecchio. Je suis partagé, parce qu'en réalité, j'ai beaucoup d'admiration pour le réflexe patriotique des Ukrainiens. Je trouve qu'ils donnent une leçon en résistant comme ça, et je les comprends, c'est leur pays, c'est leur patrie, et il faut parfois résister pour défendre sa souveraineté, son identité, etc. Mais il y a un moment ou un autre où on peut se demander si on meurt pour rien.
Et c'est la question, je vois, que devraient se poser les hommes d'État, je dirais, autour de la table, que ce soit Biden, que ce soit Vladimir Zelensky. Si la défaite est inexorable et si c'est faire des morts pour faire des morts sans ne plus rien obtenir en termes de négociation, est-ce qu'il faut continuer à armer? Est-ce qu'il faut continuer à se battre? Donc je pense qu'il faut vraiment explorer toutes les pistes, et être patriote, c'est aussi savoir parfois préserver son peuple et ne pas envoyer son peuple à la boucherie pour rien. Karim Zeribi. Non, mais Vladimir Poutine a envoyé un message au monde entier, à tous les membres du G7 notamment, en disant qu'il n'avait aucune limite et qu'il ne s'en posait aucune. Et vous pouvez vous réunir, vous pouvez accroître les sanctions. Je frappe un centre commercial, je suis pas dans les règles conventionnelles d'une guerre. Donc c'est un acte de terreur, de terrorisme même, on peut le dire comme ça, que de frapper un centre commercial, de la sorte. Mais il l'a fait. Et c'est pour nous envoyer un message qui dit qu'il se fout qu'on se rencontre, que le G7 prenne des mesures et autres. Donc il n'y a qu'une seule voie, c'est effectivement prendre en compte le fait quand même qu'il y a une avancée militaire des Russes, quoi que ça fasse plaisir ou pas, dans le Donbass, ils prennent des villes petit à petit, qu'il y a une absence, je dirais, de réponse militaire de la part des Ukrainiens, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de munitions, tous les spécialistes et les experts donc, vous le disent, et nous ne serons pas en capacité donc, de leur en allouer ad vitam aeternam, donc on a déjà fait beaucoup de ce côté-là, il va falloir aller sur le terrain d'une négociation à un moment donné. Alors, mais celui qui détient les règles du jeu, malheureusement et dramatiquement, ça reste Poutine. Donc, quand il dira mon avancée est suffisante, on se met à la table des négociations, mais sur la base de mes conditions, c'est lui qui le décidera. Est-ce qu'il le décidera? Nous ne le savons pas. Quand il le décidera, nous ne le savons pas. Mais tout ce qu'on fait à côté, c'est une forme de scénarisation occidentale. Et la Russie n'est pas tant isolée que ça, contrairement à ce que l'on dit. Ils ont trouvé d'autres partenaires, la Chine, l'Inde, d'autres pays africains. Donc ce pays réajuste son économie avec d'autres partenaires. Oui, mais je sais pas que la Chine et l'Inde, il y a en effet le Brésil. Karim, vous allez voir dans les semaines à venir que les choses bougent dans une autre partie du monde qui nous a pourtant beaucoup mobilisés. C'est que les Turcs sont en train de dire nous sommes d'accord pour ouvrir l'OTAN, mais le prix à payer, c'est la reconquête du Kurdistan syrien. Voilà. Et c'est ça qui est sur la table en ce moment. La Turquie a accepté que la Suède et la Finlande entrent dans l'OTAN, mais ils ont posé à condition qu'ils puissent aller écraser les Kurdes qui nous ont aidés vaillamment à repousser Daesh. Ouais. Et là, c'est là qu'on va avoir la surprise, c'est que tout d'un coup, les Russes vont devenir les gentils. Parce que les Russes vont aller voir les Kurdes et leur diront « Nous, on est prêts à vous aider et à vous protéger. Et nous, on est prêts à déployer l'armée, parce qu'ils sont déjà aux frontières. » Et vous voyez, c'est pourquoi je pense que tout ça est absurde. Et il faut maintenant que des diplomates politiques prennent en main les choses. C'est pourquoi mon mot ne va pas être sur l'Ukraine, va être sur un autre terrain des opérations dont personne ne parle. Enfin, vraiment personne, sauf quelques irréductibles, notamment du Figaro, comme Jean-Christophe Buisson, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer en Arménie. C'est-à-dire que l'Arménie, aujourd'hui, risque de disparaître, risque d'être rayée progressivement de la carte, de grignotage en grignotage. Et ça, c'est encore une fois la Turquie qui est à la manœuvre, en soutenant l'Azerbaïdjan. Et ça passe sans aucun problème. Aucun problème. C'est-à-dire qu'un pays multiséculaire, comme l'Arménie, de civilisation incroyable pour ce qu'elle a apporté au monde, puisse être rayé à un moment donné, peut-être dans un an ou deux, totalement de la surface, ça n'émeut personne. Voilà. Nous sommes tous, évidemment, briqués sur le reste. Je suis entièrement d'accord. Je pense que Erdogan et Poutine, en réalité, c'est le même combat et le même problème. On a beaucoup dit qu'on a été trop faible face à Vladimir Poutine et que du coup, on a causé le fait qu'il s'est senti permis d'avancer. Mais on est extrêmement faible face à Erdogan également, qui en plus est dans l'OTAN. Et je dirais que la menace turque me semble plus existentielle pour l'Europe, même que la menace russe, parce qu'effectivement, il y a une forme de défi à l'Occident pour Vladimir Poutine, mais je ne crois pas qu'il y ait volonté d'aller plus loin que ce qu'il estime être sa sphère d'influence slave, que Erdogan est aussi un islamiste.
et qui endoctrine une partie de sa population qui est sur notre territoire. Donc on est quasiment directement concerné et effectivement on ne le voit pas du tout. La moindre des choses, c'est quand même qu'on se pose peut-être la question de la présence d'Erdogan dans l'OTAN. Est-ce que c'est bien raisonnable aujourd'hui? Merci, c'est un débat qu'on ouvrira prochainement. Merci à tous les quatre. Julien Drey, Karim Zerebi, Alexandre Devecchio du Figaro, Joseph Massescaron. Merci à vous, bonne soirée sur Europe 1 dans un instant pour les débats de Punchline et sur CNews avec Lélie Mathias pour Face à l'info avec ses invités. Bonne soirée sur nos deux antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.